Il y a de fausses informations, comme des images trafiquées, qui font bien rigoler Emmanuel Macron. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Ok, là c'est bien moi. Ça le fait rire, mais d'autres images, détournées ou truquées, font moins, mais alors beaucoup moins marrer l'Élysée, et on peut le comprendre. Cette vidéo d'Emmanuel Macron est devenue virale pour ce petit geste. Voilà, l'objet est pris. Et que nous dit la rumeur? Eh bien, il y avait de la cocaïne. Un sachet de cocaïne. Un sachet de cocaïne. Ce sachet de poudre blanche n'est en fait qu'un mouchoir. Un mouchoir usagé. Un vulgaire mouchoir en papier. 1 million de vues, 12 millions de vues, 17 millions de fois. 75 millions de fois. Preuve donc de l'ampleur qu'a pris cette affaire, l'Élysée. Les comptes de l'Élysée et d'Emmanuel Macron ont réagi hier soir. L'Élysée se fend d'un message sur les réseaux sociaux. Ceci est un mouchoir. Point pour se moucher. Point. Et de publier donc ce message quand l'unité européenne dérange. Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. Ce qu'il faut retenir de cette époque un peu dingue où la communication élyséenne en vient à poster la photo d'un mouchoir, c'est que désormais, au plus haut sommet de l'État, on ne fait plus semblant d'ignorer les fausses nouvelles à forte viralité. On prend même le risque calculé de les alimenter en les démentant. Mais on peut comprendre que nos dirigeants cherchent par tous les moyens à combattre les fake news dont ils sont la cible, parfois même intimement. On peut aussi légitimement leur reprocher de propager des fausses nouvelles dans le débat public quand cela les arrange. L'un ne justifiant pas l'autre, bien entendu, et même s'il ne s'agit pas de théories complotistes farfelues, certains faux arguments lancés par le gouvernement, et les oppositions aussi, continuent de polluer l'argumentaire politique. Au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va revenir sur certaines fausses informations propagées par le pouvoir en place, et uniquement lui, parce qu'ils et elles sont aux responsabilités. Des mensonges de François Bayrou sur l'affaire Betaram, au gros bobard de Manuel Valls sur l'origine du mot islamophobie. On le voit dans l'actualité récente, la parole gouvernementale prend souvent beaucoup de distance avec la réalité. Traduction, le gouvernement ment assez régulièrement. Un des derniers exemples en date, c'est celui de la ministre de la Culture qui, comme le montre cet article de 2009, entretient depuis des années un rapport plutôt éloigné avec la vérité. Rachida Dati, Dati Daniel ou encore la sulfateuse, tous ces surnoms lui vont comme un gant à Rachida Dati. Invitée début mai dans la matinale de France Inter, Rachida Dati n'a pas évité les sujets qui fâchent. En fait, elle les a créés de toutes pièces. Sur France Inter, elle a dézingué France Inter en faisant des petits arrangements avec la vérité. Ces intervieweurs ont beau relever des inexactitudes, Dati persiste. Alors le lendemain, forcément, la ministre se fait factuellement corriger. Je regrette que le petit poste de radio qu'on écoutait sur des chantiers quand mon père était maçon, qu'aujourd'hui peut-être que le maçon n'écoute pas France Inter. Ça devient un club, c'est CSP+, et plus âgé. France Inter, c'est la 3e radio chez les moins de 35 ans. Et sur la classe populaire, ça vous intéresse ou pas? Bien sûr que ça m'intéresse, il y a de plus en plus de non, gens... pas de classe populaire. Madame Salamé, les études sont claires, me dites pas sur quoi vous fondez. Pour Inter, c'est la première radio dans les zones pas sur les classes populaires. Attendez, pas sur les classes populaires et pas sur les jeunes. C'est faux. 1 million d'auditeurs par jour au moins de 34 ans. Si je résume, public CSP+ âgé, c'est faux. Radio parisienne, c'est faux. Alors Rachida Dati, à défaut de transformer l'audiovisuel public, elle transforme la réalité. Elle a quand même passé toute sa vie chez LR, donc je vois pas pourquoi on s'attend à ce qu'elle dise la vérité. Pour taper sur les cheminots de la SNCF, la droite s'en prend habituellement à leur salaire injustifié, à leurs avantages sociaux injustifiés, ou encore à leur mouvement de grève injustifié, bien sûr. Mais le ministre chargé des Transports, issu des rangs des LR, a dégainé un nouvel argument
injustifiée, une fausse information pour répliquer à l'appel à la grève lancé début mai par certains syndicats qui réclament notamment que les horaires de travail ne soient plus modifiés à la dernière minute. Écoutez et surtout regardez la tête du ministre, Philippe Tabarot, qui va soudainement perdre son sourire quand BFM lui annonce que ses propos vont être soumis à vérification. Il y a des préavis qui ont été déposés le 7, le 9 et le 10, en plus de celui du 5. D'ailleurs, pas le 8, on se posera la question pourquoi. C'est parce que c'est un jour férié et que c'est payé 2 fois mieux au niveau de la SNCF. Pas de grève le 8 mai parce que les agents de la SNCF sont payés double parce que c'est un jour férié, ce que vous nous dites. Donc c'est une coïncidence. Philippe Tabarot, on posera la question puisque les syndicalistes de la SNCF passeront évidemment toute la journée sur l'antenne de BFM TV. Le ministre dit que vous ne faites pas grève le 8 parce que c'est payé double. Alors, c'est intéressant. J'appelle dans ce cas-là la direction de la SNCF à mettre en œuvre immédiatement l'engagement du ministre des Transports et à se mettre à payer double aujourd'hui les dimanches et les jours fériés. C'est faux, en fait, non. Ça se voit finalement qu'il ne connaît pas le règlement puisque aujourd'hui, et ça, j'invite tout le monde à nous regarder, à regarder par eux-mêmes s'ils veulent pas me croire, c'est que ces textes-là sont publics, les conventions collectives, le travail les dimanches ou les jours fériés à la SNCF est payé 5 € de plus de l'heure. Alors, vérification faite, la convention collective de la branche ferroviaire prévoit bien en effet qu'en raison de la nécessité de la continuité de l'activité, les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés en échange d'une compensation égale à 4,20 € brut par heure de travail effectué, un jour férié ou un dimanche. Cette fois-ci, la durée de vie du mensonge du ministre a été réduite à moins de 30 minutes. Un record de brièveté dont il faut quand même se féliciter. On va maintenant remonter dans le temps, en avril 2022, où après sa réélection, Emmanuel Macron nomme Elisabeth Borne à Matignon. La nouvelle chef du gouvernement promet aussitôt de ne pas mentir aux Français, comme on le voit dans cette interview au JDD. C'est une façon pour elle de s'en prendre au programme de gauche de la NUPES, qui prévoyait de restaurer la retraite à 60 ans à taux plein, après 40 annuités de cotisation. Une mesure qu'Elisabeth Borne ne juge pas crédible. Elle s'engage donc à ne jamais mentir sur la réforme des retraites, un dossier qui s'annonce déjà chaud bouillant. Mais Elisabeth Borne ne va pas tenir longtemps son engagement de vérité. Elle qui avait promis de ne pas mentir aux Français va au contraire multiplier les mensonges. Des petits bobards, comme lorsque la Première ministre affirme lors d'un déplacement mouvementé à Châteauroux en avril 2023 que le préfet de l'Indre n'a pas restreint le droit de manifester des opposants à la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon estime que les libertés constitutionnelles sont remises en cause par l'interdiction de manifester aujourd'hui en marge de votre déplacement. Est-ce que ces interdictions sont de bonne loi ? Non, il n'y a pas une interdiction de manifester. Et du reste, il y a des gens qui manifestent. Et je pense qu'une fois de plus, M. Mélenchon est dans la caricature. Donc le préfet a pris un arrêté pour interdire de circuler dans une rue à Châteauroux. Je ne pense pas que ce soit une remise en cause des libertés constitutionnelles de notre pays. Un arrêté pour interdire les déplacements dans une seule et unique rue, c'est archi faux. En réalité, l'arrêté préfectoral interdisait la présence des manifestants dans pas moins d'une vingtaine de rues, d'avenues, de boulevards, de places et de ronds-points à Châteauroux, tout comme dans la commune de Buisancais. Et pour vous restituer l'ambiance sécuritaire qui régnait à cette époque, je vous rappelle que la fébrilité du pouvoir en place était telle que les préfets restreignaient à tour de bras l'organisation de manifs. Lors d'une visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, le préfet a carrément interdit la présence de dispositifs sonores portatifs. Les gendarmes chargés de la fouille des sacs ont donc dû confisquer les casseroles apportées par des manifestants. Cette grogne sociale trouve son origine dans l'adoption au forceps de la réforme des retraites qui a fait passer l'âge de départ de 62 à 64 ans. Elisabeth Borne a déclenché en mars 2023 l'article 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites sans faire voter les députés et sans dire la vérité aux Français. Celle qui avait juré de ne pas leur mentir a tenté de gagner la bataille de l'opinion en tenant un discours trompeur sur une augmentation à grande échelle du minimum vieillesse. Notre projet apportera des progrès sociaux. Un projet de progrès social. Les salariés et les indépendants qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC partiront désormais
avec une pension de 85% du SMIC net. 85% du SMIC net pour ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Soit une augmentation de 100 € par mois. C'est-à-dire une hausse de 100 € par mois. C'est près de 1 200 € par mois dès cette année. Dès cette année, ce sont près de 2 millions de personnes, futurs et actuels retraités, qui bénéficieront d'une hausse. Seuls 125 000 retraités actuels verront leur pension majorée du montant maximum de 100 €. La réforme n'aura pas d'effet majeur pour cet économiste. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 5 millions de personnes qui ont des pensions inférieures à 1 200 €. On est sûr qu'après la réforme, il y aura au moins 4 300 000 personnes qui seront toujours en dessous des 1 200 €. On va maintenant s'intéresser au cas de Gérald Darmanin et la façon dont il a défendu l'intervention des gendarmes lors d'un rassemblement qui a eu lieu à Sainte-Soline en mars 2023, rassemblement contre un projet de bassine de rétention d'eau. Le bilan particulièrement lourd des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants, dont 2 sont tombés dans le coma, a suscité une vive polémique. En réponse, Gérald Darmanin a fait porter l'entière responsabilité des violences aux manifestants et il a affirmé que les gendarmes n'avaient pas utilisé d'armes classées dans la catégorie A2, c'est-à-dire des armes de guerre. Mais ça, c'était avant qu'un reportage du magazine de France 2 Complément d'enquête ne fasse mentir le ministre de l'Intérieur. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Au sol, ils identifient les restes d'une grenade de désencerclement. Quand cette grenade explose, elle projette des palets de caoutchouc à très grande vitesse. Quand la grenade explose, les palets vont dans tous les sens. On a aussi la preuve qu'il y a des GM2L. Donc c'est ça qui sont les explosifs et lacrymogènes en même temps. Donc c'est ça les gros booms qu'on a entendus. Et contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur affirmait, non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Ces 2 munitions sont pourtant bien classées en catégorie A2, du matériel de guerre. À Sainte-Soline, les gendarmes vont en tirer plus de 5000, presque autant que de manifestants. Avant d'être promu ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin occupait la fonction de ministre des Comptes publics et il entretenait déjà un rapport plus que douteux avec la réalité. Regardez comment en 2018, il présente à Léa Salamé, en direct sur France 2, un avis d'imposition censé prouver la future baisse de la taxe d'habitation. Soyez particulièrement attentifs car chaque détail compte dans cette séquence. Nous avons supprimé pour eux la taxe d'habitation. J'ai rapporté la petite feuille de taxe d'habitation que nous recevrons tous. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce petit carré que nous recevrons en octobre. Et là, c'est un retraité de ma commune, Jacques Réty. Je lui ai demandé la possibilité de pouvoir publier sa feuille de taxe d'habitation. Il payait 874 € l'année dernière et il va en payer 612 au mois d'octobre. L'année prochaine, il n'en paiera plus que 240. Est-ce qu'il paye plus de CSG, ce monsieur? Et l'année d'après, il paiera 0. On va faire un arrêt sur image et regarder de plus près l'avis d'imposition de la taxe d'habitation que montre Gérald Darmanin. On le voit furtivement, mais le document présenté comme authentique par le ministre du Budget comporte la mention « spécimen ». Cette mention, spécimen, Gérald Darmanin va ensuite tenter de la dissimuler avec sa main. Et ce n'est qu'après des discussions très tendues que l'entourage du ministre avait fini par admettre que cet avis d'imposition, présenté comme réel, était en fait un document factice fabriqué spécialement pour l'émission de Léa Salamé. Gérald Darmanin avait aussi inventé l'identité du retraité de Tourcoing. Souvenez-vous, il était censé s'appeler Jacques Réty, un pseudonyme, paraît-il, inventé pour préserver le secret fiscal, ce que le ministre n'avait absolument pas précisé lors du direct. Quant au montant de la baisse d'impôts calculée à l'euro près par Gérald Darmanin, il ne s'agissait en réalité que d'une simple estimation réalisée par l'administration fiscale à la demande du cabinet du ministre. Ça aussi, Darmanin a oublié de le mentionner. Dit autrement, l'exemple présenté comme réel n'avait pas grand-chose de réel. Et on l'a vu, ce savoir-faire, cette façon de manipuler la réalité, Gérald Darmanin l'a ensuite emporté dans ses autres fonctions ministérielles. Quand il était ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian voulait s'inspirer des méthodes d'Elon Musk pour couper à la tronçonneuse le budget de l'État. Et
Et d'ailleurs, lorsqu'il a voulu justifier la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires et l'allongement du nombre de leurs jours de carence, Kasbarian a fait comme Musk. Il a légèrement trafiqué la réalité en ne tenant pas compte, notamment, de certains biais statistiques. Mais il s'est vite fait rattraper par la patrouille des fact-checkers. Les fonctionnaires sont les premières victimes de l'absentéisme face à une augmentation significative du nombre de jours d'absence par agent qui est passé à 14,5 alors qu'il y a quelques années on était à 8. C'était à peu près la même chose privé-public il y a quelques années. Aujourd'hui on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui s'est creusé entre le public et le privé. Les agents de la fonction publique d'État, hors enseignants, affichaient 10,2 jours d'absence en 2022. Un nombre d'arrêts inférieur donc au privé, même après le Covid. De leur côté, les enseignants présentaient un nombre d'absences identique au privé. Les fonctions publiques territoriales et hospitalières ont toujours eu un absentéisme supérieur à celui du privé. Pour l'essentiel, ces différences s'expliquent par les caractéristiques socio-démographiques de chaque catégorie, telles que le diplôme, l'âge ou la féminisation. Je pourrais poursuivre longtemps la liste des ministres pris en flagrant délit de mauvaise foi ou de mensonge, en incluant aussi certains propos d'Emmanuel Macron. Mais je préfère conclure sur une note plus positive en vous parlant de Christophe Castaner. Alors oui, je sais, cela peut vous surprendre, vous agacer même, surtout si vous avez gardé en mémoire les fausses accusations que Castaner avait lancées en 2019 comme ministre de l'Intérieur contre des manifestants qui auraient soi-disant attaqué un hôpital parisien en marge du défilé du 1er mai. Mais Castaner s'est aussi fait rattraper par la patrouille. Et ce qui s'est passé ici, on a vu l'inverse de ce qu'il devait, au fond, être le rassemblement du 1er mai. Des gens ont attaqué un hôpital. Passé les premières frayeurs du personnel hospitalier, la situation se calme très vite. Ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer. Et rien ne permet de dire que le but était donc d'attaquer l'hôpital, comme l'a affirmé M. Castaner. Non mais ils ont pris peur, ils ont juste pris peur et ils ont voulu... ils ont pris en tenaille. Bah oui, voilà, c'est pour ça en fait. Aux alentours de 16h40, les forces de l'ordre finissent par évacuer les lieux, brutalement. Oh, ils sont en train d'éclater le mec là. 32 personnes ont été placées en garde à vue, avant d'être toutes relâchées en fin de journée, le 2 mai. Mais confronté à l'évidence, Castaner a fini par reconnaître qu'il n'aurait pas dû employer le terme « attaque ». Après l'incursion de manifestants dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière, Christophe Castaner fait son mea culpa. Christophe Castaner a esquissé un mea culpa. Premier mea culpa pour le ministre de l'Intérieur. Un mea culpa, Christophe Castaner admet avoir utilisé à tort le mot « attaque » contre l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière lors de la manifestation du 1er mai. J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je n'aurais pas dû l'employer. Cela peut paraître anecdotique, mais c'est pourtant quasi le seul ministre des quinquennats Macron à avoir repris sa parole pour la corriger. Ce qui devrait pourtant être la règle fait figure, hélas, d'exception. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.